l'Espagne est l'invité d'honneur de cette édition. 36 pays étrangers sont présents sur un total de près de 800 participants, notamment des entreprises nationales, privées, publiques et des entreprises également étrangères. Aujourd'hui, autour de cette table, à la FIA, nous nous intéressons à la coopération globalement entre l'Algérie et l'Espagne et nous allons essayer de comprendre également les cadres qui régissent leurs relations. L'Algérie donc et l'Espagne semblent donc aujourd'hui tourner la page des tensions diplomatiques qui avaient marqué les relations ces dernières années. Après la réactivation du traité d'amitié en mars dernier, un nouveau pas a été franchi avec la signature à Madrid d'un accord de coopération entre le Conseil du renouveau économique algérien, le CREA, et la Confédération espagnole des organisations patronales, CEOE. Depuis plusieurs années, l'Algérie est le principal fournisseur de gaz naturel de l'Espagne grâce au gazoduc Medgaz. Mais aujourd'hui, les deux pays veulent aller plus loin pour diversifier leur partenariat économique. Les atouts majeurs, évidemment, de l'Espagne, c'est une des principales économies de l'Union européenne. Grâce à une économie diversifiée fondée sur l'industrie, les services, le tourisme et l'agriculture, elle est leader européen dans les énergies renouvelables, notamment le solaire et l'éolien. Son industrie automobile et agroalimentaire est parmi les plus performantes d'Europe. Et évidemment, l'Algérie dispose de son côté d'un vaste marché de plus de 46 millions d'habitants. Elle offre un fort potentiel de consommation et d'investissement. L'Algérie bénéficie de ressources énergétiques abondantes, notamment en gaz naturel, ainsi que d'un important potentiel solaire. Sa position géographique stratégique en Méditerranée en fait une porte d'entrée vers les marchés. Enfin, la population est jeune. Ses besoins en industrialisation peuvent créer de nombreuses opportunités dans les secteurs de l'industrie. Quels sont aujourd'hui les domaines de complémentarité et d'intérêt mutuel sur lesquels des jointures, des partenariats, de la collaboration étroite et non pas uniquement des échanges commerciaux, c'est-à-dire import-export, pour sceller ce partenariat que l'on qualifie aujourd'hui de stratégique. Pour parler de ce partenariat, du cadre qui le régit, des ambitions des deux pays, nous avons autour de cette table Madame Ahlouch Imen, chef d'études à l'Agence algérienne de promotion des investissements, l'API. Également, M. Alessandro Ballester, directeur général du cabinet d'affaires et secrétaire général du Forum d'affaires algéro-espagnol, F2AE. Voilà, son abréviation. Oui, effectivement, c'est son abréviation. Alors, je me tourne, évidemment, je commencerai par Madame Imen Ahlouch. Vous êtes présent à la Foire internationale d'Alger, la FIA, pour faire connaître le potentiel, les besoins algériens, pour recevoir des hommes d'affaires qui sont présents à travers leur participation à cette foire. Est-ce que depuis justement l'ouverture de cette foire, vous recevez des hommes d'affaires, des éventuels investisseurs pour s'enquérir des démarches et qui s'intéresseraient à des secteurs donnés? Effectivement, tout d'abord, je vous remercie pour l'invitation. Je suis honorée de participer avec vous à cette émission pour faire connaître l'Agence algérienne de promotion de l'investissement. Pour répondre à votre question, oui, l'API est présente au salon de la FIA, qui représente un salon très important pour accroître les investissements en Algérie. Et nos cadres, ils sont présents ils ont un stand au niveau du pavillon en Palestine. Donc j'invite tous les porteurs de projets, les investisseurs qui sont intéressés à investir en Algérie pour s'enquérir des informations auprès des cadres au niveau du guichet du stand de la foire et se rapprocher aussi aux différents guichets qui sont au niveau du territoire national. Donc il existe 58 guichets au niveau du territoire national avec un guichet à caractère national dédié aux grands projets et aux projets étrangers. L'Espagne est un pays voisin, pays proche de la Méditerranée. Quelles sont les relations que nous avons avec l'Espagne? Est-ce qu'il y a des projets d'investissement déjà réalisés, Madame, en Algérie? Dans quel secteur? Est-ce que ce sont des secteurs porteurs de projets? Est-ce qu'ils sont en bonne santé? Quels sont les secteurs où les entreprises qui ont investi, sans forcément citer évidemment leur nom, qui ont investi le terrain algérien? Combien? Je vais vous donner quelques chiffres par rapport au projet espagnol.
Nous avons enregistré 9 projets depuis la promulgation de la loi 22-18. Donc, dans différents secteurs, je citerai la fabrication de tuyaux métalliques, la fabrication de produits d'alimentation des animaux, la valorisation des déchets, la boulangerie industrielle, ainsi que tout ce qui est agroalimentaire comme les biscuiteries, la pâtisserie et tout, la fabrication des piles et accumulateurs, aussi la fabrication de tout corps creux en plastique et de tout type de résine. Donc, on constate que différents secteurs sont touchés par les projets, ces projets en partenariat. Ce sont des projets en partenariat? Tous ces projets sont en partenariat. Donc, il y a des partenariats algéro-espagnols et des IDE aussi, partenariats espagnols avec d'autres pays. Et qui sont répartis sur le territoire ou qui sont concentrés sur national, les grandes... Oui. Donc, notre guichet reçoit les investisseurs étrangers. Donc, il est à caractère national. Donc, tout investisseur étranger porteur de projet, il s'adresse au niveau de notre guichet. Donc, ils sont répartis à travers tout le territoire national. Merci, Monsieur Alessandro Ballester, directeur général d'un cabinet, on a dit un cabinet, et secrétaire général du Forum d'affaires algéro-espagnol. Quels sont les différents cadres de concertation, de consultation entre les opérateurs algériens et espagnols? Alors, depuis combien de temps ça commence un peu à prendre une forme plus, relation plus scellée autour des partenariats? D'accord, alors bon. Les différents cadres, je parle institutionnels comme le forum dont vous êtes le secrétaire général, il y a d'autres cadres de partenariat. Oui, bien sûr. Avant tout, bonjour et merci de m'avoir invité ici aujourd'hui avec vous. Alors, c'est vrai il y avait les associations espagnoles et algériennes, les coopérations entre l'Espagne et l'Algérie étaient très fortes avant la pandémie. Et on a eu une sécheresse, on va dire, de 4 ans, entre 2020 jusqu'à 2024, qui ont fait décroître vraiment cette participation que maintenant est en train de reprendre avec beaucoup plus de force, avec beaucoup plus d'élan. Du fait, les importations espagnoles ont augmenté, et sont plus fortes qu'avant la pandémie aujourd'hui. Importation. L'import-export. Les échanges commerciaux. Les échanges commerciaux sont plus grande que celle qu'il y avait avant la pandémie. Un chiffre, une moyenne, un indicateur? On a parlé de beaucoup de milliards de dollars. De beaucoup qui dépassent les 10 Non, quand même pas, je pense pas. Je n'ai pas les chiffres exacts, ça c'est l'office commercial. Beaucoup de milliards, ça va jusqu'à 2 milliards 3, 4, 5, 6 par là. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'on échange, pour ne pas revenir à cette question, de quoi sont composés ces échanges? Du côté algérien, c'est clair, c'est le gaz, surtout tout ce qui est le gaz. Qu'après, il y a aussi certaines productions locales comme les dattes, les tomates. Je pense qu'il y a aussi, il y a eu des échanges avec des tomates, agriculture surtout. Et dans l'autre sens, il y a tout ce qu'on connaît, les pièces de rechange, la viande, il y a beaucoup de tout ce qui est importation agroalimentaire, des pièces de rechange, les fertilisants, les grains, savons. Il y a beaucoup de marchés espagnols qui viennent vers l'Algérie. Donc là, il est question de faire des échanges hors hydrocarbures, on va dire. Hors hydrocarbures, oui. Équilibré. Alors pour le cadre, on revient sur la question des différents cadres qui réunissent les partenaires et institutions. Donc dernièrement, justement, le gouvernement algérien a pris une très bonne initiative de vouloir industrialiser le terrain algérien. La façon qu'ils ont fait, c'est justement d'essayer de valoriser plus les investissements grâce à la API, par exemple, et bloquer un peu plus le flux d'importation de marchandises qui viennent de l'extérieur. Produits finis ou semi. Produits chimiques, voilà. Alors, donc, tout ce qu'ils avaient avant une grande force dans l'import-export, ils viennent ici d'abord, bien sûr, pour connaître et voir pourquoi ils ne peuvent pas importer. Et c'est là, quand on découvre qu'est-ce qui se passe et on leur dit quelles sont les autres options, ils sont en train maintenant de changer leur façon de penser en disant alors peut-être c'est le moment d'investir en Algérie pour l'industrie. De qui est composé justement ce forum? Au sein du forum, quels sont les opérateurs qui occupent cet espace et quels sont vos échanges? Est-ce qu'il y a des perspectives?
Alors, notre forum, ce sont tous les opérateurs. Avec le CREA, le cercle Non, non, on n'est pas avec le CREA. Non, on non. est en parallèle du CREA, mais on aimerait bien faire des accords avec le CREA. Du fait, on a des réunions qui sont prévues à faire dans les prochains mois avec eux. Mais pour le moment, nous, là, on prend tout ce qui est opérateur économique espagnol et algérien, n'importe quel secteur. On a dans le secteur informatique, on a dans le secteur transport, on a aussi dans la logistique, on a dans les conseils, on a dans l'agriculture, on en a dans l'industrie, les boissons, tout ce qui est l'alimentaire, on a un peu de tout, quoi. Même le céramique. Oui, qui était très fort. Très importé. Qui était très important, oui, effectivement. Donc, où nous sommes maintenant autosuffisants en céramique. Oui, vous êtes autosuffisant en céramique, mais il y a encore je pense qu'il y a encore un besoin de matières premières pour la céramique ici qui fait partie des importations, des grandes demandes des PPI qu'il y a actuellement avec le ministère de Commerce. Donc, quelles sont les perspectives que se trace ou les objectifs que se trace ce forum entre opérateurs? Est-ce que les opérateurs espagnols sont sensibilisés sur les opportunités d'investissement? Qu'est-ce que vous, déjà, en tant qu'opérateur au bureau conseil, qu'est-ce que vous dites ou diriez du marché algérien, de la production ou des matières premières ou des besoins de partenariat sur quel segment? Quel est l'intérêt qui est porté au marché? Alors, en dehors, bien sûr, du gaz. Moi, le discours que je fais toujours à mes clients et aux adhérents du forum, c'est que l'Algérie, ils ont tout pour être complètement autosuffisants au reste du monde. C'est-à-dire que vous avez de la matière première, vous avez des opportunités, vous avez des bénéfices fiscaux, vous avez de l'énergie à bas coût. Voilà, les coûts. Tous les coûts, voilà, que ce soit l'énergétique, la main-d'œuvre, même des permis. Des fois, il y a des pays qu'on n'arrive pas à avoir certains permis parce qu'il y a peut-être une oligarchie qui ne permet pas à rentrer à d'autres sociétés dans le même marché. Parce que ici en Algérie, des secteurs monopolisés, on va dire. Oui. Ici, vous êtes ouvert à tout. Et comme je dis, vous avez la matière première. Maintenant, il suffit de bien exploiter la matière première ici en Algérie. Et c'est là où doivent venir les investisseurs étrangers. Et je parle dans tous les secteurs, depuis la minerie, de prendre la matière première dans le sol et bien savoir le nettoyer, bien savoir le trier, jusqu'à ensuite la fonderie et ensuite la transformation, etc., etc. Quels sont les besoins justement des opérateurs espagnols sur ces segments où il y a des richesses naturelles, notamment minières, des matières premières agricoles, comme vous dites, donc une main-d'œuvre peut-être à bas coût, de l'énergie, qui inciterait donc les opérateurs à faire du partenariat gagnant-gagnant avec des opérateurs algériens? Surtout, puisqu'il y a tout ça ici en Algérie, puisque vous avez tout en Algérie, ce qu'on est en train de convaincre les sociétés étrangères à venir, les sociétés espagnoles à venir en Algérie, c'est surtout en leur disant que l'Algérie peut se transformer en un hub pour toute l'Afrique et les pays arabes. Toute la production qui peut se faire à un coût moins cher que depuis l'Europe, ensuite il pourra être exporté, chose qui est aussi bénéficiaire pour le gouvernement algérien, puisque ça fait des devises, d'entrée de devises, peut être exporté dans toute l'Afrique et les pays arabes. En plus aussi, on peut faire aussi le retour vers l'Europe. Et ça, c'est une négociation politique qu'ils vont faire ensuite nos gouvernements. Madame Ahlouch Imen, je rappelle que vous êtes chef d'études à l'API. On parle de secteurs. Quels sont les secteurs pour l'API vierges où dont l'Algérie a besoin de l'expertise, du capital des IDE? Si vous deviez faire la promotion justement des IDE en Algérie. Bon, l'Algérie, elle accueille tout secteur porteur de valeur ajoutée. Donc, à travers l'expertise et le savoir-faire des étrangers. Donc, c'est tout ce qu'on a besoin. Parce que si la main-d'œuvre, elle est là. Agriculture, peut-être Oui, et favoriser les secteurs qui ont été peut-être marginalisés auparavant. Donc, avant, on se focalisait que sur l'industrie. Donc,
actuellement, les projets industriels, c'est le taux le plus élevé en Algérie. Mais là, on se tourne vers d'autres secteurs porteurs de richesses, tels que les services, le tourisme, l'agriculture. Donc, surtout qu'il y a plusieurs projets structurants qui se sont inscrits à l'API pour éventuellement réaliser des projets, c'est-à-dire porteurs de valeur ajoutée, avec toute la chaîne c'est-à-dire je parle de l'agricole, à partir du fourrage jusqu'à la fin. Donc, c'est toute la chaîne qui maintenant, avant, toutes les niches sont vierges et voilà, tous les secteurs sont la loi de l'investissement, demandeurs de nouveaux investissements. Oui, sauf qu'il y a quelques activités qui sont déjà saturées. Donc, à travers la loi de l'investissement, on peut avoir les codes d'activité qui sont non éligibles aux avantages. C'est pour protéger c'est-à-dire l'économie nationale. Donc, la loi d'investissement a orienté l'investissement vers les secteurs qui ne sont pas réellement exploités. Alors, évidemment, lorsqu'il y a un investissement ou un partenariat entre Algériens, Espagnols ou autres nationalités, est-ce qu'il y a une obligation de passage par l'API ou pas forcément? L'investisseur, la majorité des investisseurs passent par l'API parce qu'ils ont l'avantage, ils ont les incitations fiscales, parafiscales. Il y a aussi, ils peuvent aussi accéder au foncier économique qui est géré actuellement par l'API. Donc, c'est du gagnant-gagnant. Donc, là, en ce moment, la majorité passe par l'API. Mais il y en a une petite minorité qui ne souhaite pas, peut-être par méconnaissance, peut-être c'est là où notre rôle, normalement, intervient pour la vulgarisation de la loi d'investissement, pour qu'elle soit, c'est-à-dire bien comprise par les investisseurs, pour comprendre toutes les garanties qu'elle apporte à l'investisseur et tout le suivi, l'accompagnement, etc. Est-ce que tout investissement passant par l'API bénéficie systématiquement des facilitations, des exonérations, des réaménagements, des exonérations de taxes, d'accompagnement dans la composition du dossier et le montage de l'entreprise, ou alors il y a des catégories de bénéfices et d'incitations qui sont accordées à des secteurs privilégiés? Oui, il y a des secteurs prioritaires qui représentent le régime il y a 3 régimes. Il existe 3 régimes définis par la loi 22-18. Il s'agit du régime des secteurs, c'est le premier régime. Il s'agit des régimes, les investissements qui sont situés plutôt au nord du pays. Le deuxième régime, c'est le régime des zones. C'est les zones qui ont besoin de l'accompagnement de l'État, donc les zones des hauts plateaux, le sud, le grand sud. Le troisième régime, c'est le régime structurant. C'est plutôt les projets qui créent beaucoup de richesses. Donc, c'est le projet qui dépasse les 10 milliards de dinars et qui crée plus de 500 emplois. Mais à part ça, tout projet dont l'activité ne figure pas dans la liste négative qui est définie dans la loi est le bienvenu pour le bénéfice des avantages fiscaux et parafiscaux. Donc, qu'il soit étranger ou résident, à travers tous les guichets répartis dans tous les territoires nationaux, tout investisseur porteur de projet est le bienvenu. Alors, l'API, l'Agence algérienne de promotion d'investissement, enregistre à ce jour plusieurs milliers, 20 000 enregistrements de projets, c'est ça, Madame Imen? Oui, nous avons les chiffres communiqués les derniers chiffres communiqués par monsieur le directeur général de l'API. Donc, depuis l'ouverture de l'API, depuis 2022 jusqu'au premier trimestre 2026, nous avons pu enregistrer 21 157 projets. Donc, 21 157 projets recensés, avec un coût global de 8 945 milliards de dinars, soit environ 70 milliards de dollars, avec une création de près de 470 000 postes d'emploi directs. Quelle est la part des IDE? Je n'ai pas cette information. Ce n'est pas grave. Je peux vous dire la part, c'est-à-dire le nombre de projets qui sont en cours de réalisation. Oh oui, depuis ça fait quand même 5 ans, 2022. Oui, il y a 5 ans que les dossiers sont déposés. 54% des projets sont en cours de réalisation d'après les derniers états d'avancement déposés par les investisseurs. Alors, par ordre de priorité, d'importance, quels sont les secteurs où les projets touchent quel secteur? Donc,
Des 21 000. Sur les 21 000, le secteur le plus, je vous ai dit auparavant, c'est le secteur industrie. Donc l'industrie, c'est le numéro 1. Puis vient le pharmaceutique, toute agroalimentaire, toute industrie confondue, oui. Sidérurgique ou autre. Sidérurgique, oui. Toute industrie touchant la transformation, la production agroalimentaire, énergétique, mécanique, donc tout secteur et segment confondus. Monsieur Alessandro, vous connaissez l'Algérie depuis plusieurs années. Vous connaissez le marché algérien depuis combien d'années? Ça fait 20 ans que je suis là. Je suis venu il y a 20 ans pour les stations de dessalement et je suis resté avec ma propre société que j'ai créée ici pour aider les opérateurs étrangers à venir en Algérie et à s'installer et à faire le jour à jour. Un petit bref retour sur votre parcours. Comment se font les affaires sur le marché depuis 20 ans? Qu'est-ce qui a évolué? Quels sont les freins qui sont levés? Quelles étaient les contraintes ou les facilitations? Qu'est-ce qui a changé à votre avis? Comment ça a évolué? Il y a eu beaucoup de changements depuis que je suis arrivé. Pour commencer, il y avait eu un petit premier blocage pour les investissements. C'était la loi du 49-51 qui était apparue en 2009. Ça avait freiné beaucoup de gens, mais les opérateurs quand même, ils venaient investir parce qu'ils avaient créé un autre système de bénéfice fiscal que c'était l'ANDI, si je me souviens bien, que c'est un peu comme l'API, mais l'API elle a été améliorée d'après ce que j'ai vu. Parce que avant, par exemple, les bénéfices fiscaux qu'il y avait, il y avait deux types de bénéfices fiscaux. Il y avait celui pour l'investissement, la partie d'investissement, c'était la TVA et les droits de douane et les taux de douane qui étaient exonérés. Et ensuite, il y avait une marge de 3 à 6 ans en fonction de la zone géographique d'exonération de l'IBS. Mais l'exonération de l'IBS, il y avait l'obligation de réinvestir cet argent, chose que je pense que maintenant avec l'API, vous ne l'avez plus. Le réinvestissement, il existe toujours mais dans la loi de finances, oui, c'est les 30%. Oui, 38%, il faut le réinvestir. Il faut le réinvestir. Et 38%, c'est pas le 100%. 30%. Oui. Avant, c'était le 100%. Non, donc là, c'est 30%. Ça a changé. Donc ça, c'est des choses qui ont amélioré. Avoir enlevé aussi le 49-51 en 2020, ça a été... Abrogé. Abrogé, ça a été... C'est maintenu juste pour les secteurs stratégiques. Exactement. Oui. Très bien. Et ce qui est très bien aussi, c'est que maintenant, en plus, l'API aide les investisseurs à chercher les terrains. Le parti foncier, c'est très important, chose qu'il n'y avait pas avant. Et avant, il fallait le lutter avec les PME, les PMI de chaque wilaya, voir si on nous laissait un terrain, à quel taux, il fallait faire un dossier, passer par cette commission. C'était toujours très compliqué. Et aussi, l'ANDI, ça devait passer par un conseil de ministres. Donc, national d'investissement, oui. Exactement. Avant, il y avait le conseil national d'investissement qui siégeait, c'est-à-dire mensuellement, ça dépend. C'était biannuellement, ça s'était allé. Voilà, tout à fait. Mais maintenant, le conseil d'administration existe toujours. Le conseil national, je veux dire, conseil national d'investissement, il tranche sur la stratégie de l'investissement maintenant. Donc, il ne tranche pas sur les projets. Chaque projet. Voilà. Ça, c'est des améliorations parce que ça accélère l'aide à l'investissement. Tout à fait. D'autres, donc vous connaissez toute la batterie de mesures aujourd'hui qui est consacrée, qui accompagne l'investisseur national ou étranger. Donc, encore, quelles sont les améliorations que vous avez constatées? Est-ce que c'est plus facile d'accéder, par exemple, au marché? Est-ce qu'il y a plus de transparence? Est-ce que c'est plus stable? Il y a plus de transparence, effectivement. Il y a aussi beaucoup plus... Est-ce qu'il y a moins de bureaucratie? Est-ce qu'il y a moins de procédures Alors, bon, la bureaucratie, ça existe toujours en Algérie, mais c'est vrai qu'il y a une digitalisation qui a été une numération, je pense qu'on vous dit en français, numérisation qui a été rajoutée dans les services, par exemple, des cahiers des charges, qu'il n'y avait pas avant. Avant, il fallait vraiment se déplacer, faire le change à la banque centrale pour acheter un cahier de charges, un étranger, je parle. Pour acheter un cahier de charges, et il fallait le prendre en papier, on ne pouvait pas l'envoyer par DHL parce que c'était interdit, il fallait vraiment voyager. Il y avait beaucoup de frais qui étaient en relation de chaque soumission. Maintenant, tout ça, ça a été accéléré. En plus, je crois avoir lu dans le journal qu'il n'y a pas longtemps, il y a eu une ordre de faire une digitalisation de tous les cahiers de charges pour une numérisation. C'est la digitalisation des offres d'emploi. Oui, en ligne. Des offres de projets. C'est l'accessibilité en ligne. Voilà, exactement. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est un plus pour les sociétés étrangères qui veulent venir en Algérie. Parce que généralement, une société ne vient jamais dans un pays qu'il ne connaît pas. Avant de le connaître, il faut qu'il ait déjà fait un marché avant.
Alors, si l'importation n'est plus là, comment il va savoir si c'est un bon marché pour investir ou non? Avant, donc, généralement, les sociétés, ce qu'ils font, c'est qu'ils viennent avec un marché. Ils importent, ils exportent. Non, un Non, marché. un marché, Par exemple, un marché EPC, une construction. Les grandes sociétés viennent comme ça. Ils viennent d'abord un marché. Et s'ils voient qu'il y a beaucoup de projets, que c'est facile et qu'ils peuvent faire et qu'ils connaissent maintenant l'administration algérienne et qu'ils sachent ce qu'il faut faire pour prendre les employés, pour faire les étrangers et pour faire les attestations de transfert de fonds, dès qu'ils connaissent tout ce marché, c'est là où ils décident de créer une SAL ou une SPA. Mais avant, ils rentrent toujours avec un établissement permanent. C'est très rare de voir une société étrangère d'un grand niveau qui rentre directement dans un pays sans connaître à bord. Et ça, la numérisation des cahiers des charges, ça va aider à ça parce qu'ils peuvent voir, sans connaître, ils peuvent avoir l'information depuis l'étranger sans devoir venir d'abord avec un premier voyage. Alors, des discussions que vous avez à travers ce forum, à travers les institutions nationales, les opérateurs économiques, sur quoi vous pouvez répondre aux besoins du marché national selon ce qui est exprimé par les opérateurs? Quelles sont les filières, les secteurs où vous pouvez faire des partenariats aujourd'hui? Partenariat, c'est-à-dire, comme je l'ai dit au début, pas dans les échanges commerciaux, c'est-à-dire importer, exporter, mais vraiment fabriquer, intégrer localement de manière conjointe. Est-ce que c'est le souhait de la partie espagnole ou... Oui, parce que dans le secteur industriel, par exemple, dans le secteur industriel, le secteur agriculture, tous les secteurs investissement à l'étranger vers l'Algérie, même s'il n'y a plus l'obligation du 49-51, le 49-51, en réalité, ça a bloqué parce que le 49, c'était l'étranger. Si ça aurait été 49-51, mais 51 étrangers, il n'y aurait pas eu ce blocage. Le problème, c'est le contrôle. Le contrôle, en réalité, c'est très peu de personnes qui vont le faire ici. À 100%. Ils n'ont aucun intérêt à envoyer une armée de travailleurs depuis l'étranger. L'idéal, c'est à envoyer 3-4 têtes transférer la technologie, pour transférer le savoir-faire, pour former le travailleur algérien, pour qu'ensuite, ce soit le travailleur algérien qui prenne les rênes et réduire le coût de l'expatriation d'un étranger. Qu'est-ce qui pourrait intéresser justement l'investisseur espagnol? Qu'est-ce qui pourrait intéresser les opérateurs pour occuper une part du marché dans un segment? C'est justement ça, c'est ce que je suis en train de dire. Je parle de filière, de secteur précisément. C'est dans l'énergie, toujours dans le dessalement, sortir des domaines conventionnels historiques qui lient les deux pays, aller dans l'agroalimentaire, faire de la transformation. J'ai des opérateurs économiques de tous les secteurs qui sont intéressés pour l'Algérie. Dans les énergies renouvelables, dans le pétrole, dans le oil and gas en général, mais pas seulement les raffineries, mais aussi ce qui est les transformations, et les pipes et tout ce qui est le génie civil. Ils sont intéressés à venir. Ils sont intéressés aussi pour les trams, les autoroutes, les bâtiments. Bon, bâtiments, c'est un peu compliqué en Algérie parce que vous voulez faire un prix trop bas pour les Espagnols, ça je dois reconnaître. Donc c'est un secteur qui est très compliqué pour les Espagnols. Mais tout le reste, ils sont ouverts à tout. La pisciculture, bien sûr. L'agriculture, ils sont là. Les pivots, les systèmes d'arrosage, les graines. Mais quand vous dites ils sont déjà là, c'est-à-dire ils vendent ou bien ils produisent? Non, ils ne produisent pas, ils vendent. D'accord. Et maintenant, comme ça bloque, ils sont en train de venir en disant bon, comment est-ce qu'on peut continuer à vendre? Est-ce que c'est possible? Alors la première question qu'ils font, c'est est-ce que si je fais une industrie, on me laisse quand même envoyer un quota de mon usine en Espagne? Ça, c'est la première question qu'ils font, que là, le gouvernement, il a dit plus maintenant. Ça, on le faisait avant, mais maintenant, on ne le fait plus. Maintenant, on veut que vous investissiez et point, c'est tout. Et alors, ils regardent, ils disent bon, d'accord, qu'est-ce que je gagne? C'est la première chose, la deuxième question que posent les Espagnols. Qu'est-ce que je vais gagner si je fais ça? Eh bien, tu vas gagner que ça va être moins cher et que tu peux renvoyer la production vers l'Espagne. Exporter vers l'Espagne ou et surtout vers les autres pays africains. Il peut y avoir un problème ou pas de problème avec les pays arabes. Il y a une ouverture des frontières dans les marchandises avec les pays africains. Donc ça, c'est Quelle est la différence de produire, prenez un secteur clé hors hydrocarbures, et
faire de l'agroalimentaire, des boissons ou autres en Algérie, en Espagne, quelle est la différence pour vous? Est-ce que c'est moins coûteux ici? Bien sûr, Est-ce qu'il y a la logistique autant qu'en Espagne? Quel est l'atout, les atouts et les limites regardez, de l'investissement? Une industrie, elle se comporte par trois. Le prix d'un investissement se divise généralement par trois: le terrain, l'énergie et la main-d'œuvre. D'accord, généralement. Alors, si le terrain est moins cher, l'énergie est moins chère et la main-d'œuvre, elle est moins chère aussi. C'est le cas. C'est qui est le cas. Et en plus, on a des exonérations fiscaux grâce à la API. Oui. La position géographique. La position géographique, on est à côté, on n'est pas loin, donc c'est pas non plus le transport. En plus, c'est le transport depuis l'Algérie, avec la logistique, avec le prix du combustible en Algérie pour le transport, ce n'est pas le même prix que si tu envoies depuis l'Espagne ou depuis la France vers les États-Unis. C'est plus moins cher si le bateau sort directement depuis l'Algérie. Donc il y a un intérêt réel. Oui, bien sûr qu'il y a un intérêt réel. Maintenant, il y a un intérêt réel quand ils le savent, quand ils connaissent. Le problème qu'il y a maintenant, c'est faire la divulgation de tout ça vers les Espagnols que peut-être ils ne connaissent pas. Ils voient de l'Afrique, ils disent « Oula, ça c'est un peu loin ». Ils ne savent pas qu'on est à peine à 100 km. À ce point? Non, oui, à ce point. C'est déjà ce qui arrive, ce sont les préjugés qu'on parle. Et dans le cadre de vos discussions entre Algériens et Espagnols, dans le cadre du forum, qu'est-ce que vous pouvez, on va dire, poser comme problématique qui pourrait être résolue, ce que vous constaterez comme frein ou comme crainte que vous aimeriez discuter avec les autorités pour lever toutes les craintes que peuvent avoir un investisseur par rapport à une réglementation ou par rapport à un accès au marché. Quelles pourraient être, on va dire, les conditions d'un investissement, c'est-à-dire ramener du capital, hein. Oui, bien sûr. Bon, le plus grand problème qu'ils ont, comme j'ai dit, qu'est-ce qui pourrait rendre frileux? La première chose, c'est la méconnaissance de l'Algérie. Ils ne connaissent pas, donc ils ne savent pas trop si l'administration elle est difficile, elle n'est pas difficile. Alors c'est pour ça qu'il y a le forum, et c'est pour ça qu'il y a l'office commercial, il y a l'API. On est tous là, même l'office commercial algérien, la mission économique de l'ambassade d'Algérie à Madrid, elles aident pour ça, d'accord? Ils vont dans les chambres de commerce une par une pour leur expliquer, venez en Algérie, venez investir en Algérie, il y a ça. Ça, c'est une divulgation qu'on est en train de faire, même nous dans le forum, on est en train d'envoyer avec de la main de le conseiller économique de l'ambassade d'Algérie à Madrid, dans les chambres de commerce une par une pour qu'ils connaissent les investissements et les bénéfices qu'ils peuvent avoir en Algérie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, après, c'est leur assurer le retour des bénéfices. Ça, c'est le point culminant. Alors là, il y a c'est vrai que là, il y a une petite partie qui est un peu encore sous le flou, parce que maintenant qu'on a mis les PPI, moi j'ai des clients qui viennent me dire, attendez, les travailleurs étrangers, les travailleurs étrangers qui viennent ici avec un salaire, qu'ils ont le droit à répatrier le 90% de leur salaire, il faut demander un PPI ou non? Ça, c'est une question qu'aujourd'hui, personne ne peut me répondre parce que j'ai les deux réponses. Le PPI? Le PPI, c'est la... Programme prévisionnel d'importation, oui. Exactement. Oui, il est récent, enfin. Il est récent. Mais normalement, ce n'est pas pour le ministère de Travail, ça c'est pour le ministère de Commerce. Est-ce que ça passe par le PPI ou non? Ça, je vous assure, on me pose encore la question ce matin et personne ne sait me répondre. Il y a eu des blocages de salaire l'été dernier à cause de ça. Et aujourd'hui, je ne sais pas comment ça se résout. Si le ministère de Commerce a dit, bon d'accord, on va donner les PPI pour ne pas bloquer, est-ce que c'est qui prend cette... Je pense qu'il y a une clarification à faire de la part du gouvernement dans ce point-là. Qu'est-ce qui rentre dans le PPI et qu'est-ce qui ne rentre pas? Surtout le qu'est-ce qui ne rentre pas, qui reste encore du domaine d'un autre ministère. Ça, c'est une chose que je pense est un point très important pour les sociétés étrangères. Allez-y, bien sûr, Madame Imen Ahlouch. Je veux rebondir sur la question qui est en redondance, c'est la garantie de transfert des dividendes. Donc la majorité des investisseurs ne viennent pas ici ils viennent pour gagner, c'est tout à fait normal. Donc ils posent la question, est-ce qu'on est protégé, la sécurisation des investissements pour transférer nos dividendes, nos gains. Et c'est par rapport à la loi d'investissement, c'est la loi 22/18, elle a prévu à travers l'article 8 la garantie de transfert des dividendes pour les étrangers. Donc chaque étranger ayant
c'est-à-dire investir en Algérie, avec une petite exigence, c'est de ramener minimum 25% du montant d'investissement en numéraire ou en apport en nature. Donc, pour tout investisseur c'est-à-dire qui est soumis à cette règle-là, qui répond à cette exigence de 25%, il pourra automatiquement transférer ses dividendes. Oui, je me souviens bien, c'est pendant 10 ans. Elle est garantie pendant 10 ans. Non, la loi d'investissement, c'est-à-dire le président de la République a déclaré qu'il y aura Elle ne pas changera de pas de changement. changement. Elle Il y sera aura peut-être stabilisée. des améliorations à travers des textes d'application, comme récemment il y a eu la promulgation des textes pour ajouter de nouveaux représentants, c'est-à-dire pour avoir un guichet plus efficace, c'est-à-dire pour signer les autorisations au niveau de l'API, donc automatiquement pour faciliter les démarches. Justement, la nouveauté qui est intégrée dans le niveau des guichets uniques, aujourd'hui il y a 54 guichets uniques à travers le territoire, donc un guichet par wilaya. 59 guichets. 59, donc qu'est-ce que je dis, à caractère, 54. oui, pas de problème. 58 à caractère, c'est-à-dire local, et un guichet dédié aux grands projets, aux projets étrangers. Et donc, au niveau du guichet unique, en même temps, je pense que vous allez informer Monsieur Alessandro, il y a donc des représentants de toutes les institutions. La majorité des institutions vous pouvez donc, nous qui expliquer ce qui a interviennent. été introduit de nouveau. Voilà, tout à fait. Il faut savoir que le nouveau guichet est composé de plusieurs représentants de diverses institutions qui sont directement impliqués dans l'acte d'investissement, tels que les impôts, l'urbanisme, les domaines, l'énergie aussi, Sonalgaz, la protection civile. Donc tous ces secteurs-là, c'est-à-dire tous ces représentants sont là pour établir, c'est-à-dire signer toutes les autorisations en relation avec l'acte d'investissement. C'est-à-dire obtenir un foncier, c'est ça? Oui, par rapport Par au foncier, il y a les domaines qui signent, le registre du commerce. au niveau du guichet l'acte de concession. Donc, ils sont présents pour signer l'acte de concession. Pour le foncier, l'agence gère un portefeuille de foncier qui est composé de 3 types de fonciers. C'est des terrains qui sont octroyés en concession. Donc, les 3 types de fonciers, c'est les fonciers industriels, urbains et touristiques. Donc, on gère le portefeuille de terrains. Lorsqu'il est aménagé, c'est à ce moment-là que vous décidez des terrains aménagés qui font partie des domaines privés de l'État. Oui. Voilà. Mais ce n'est pas l'opérateur investisseur qui choisit son foncier, c'est l'API qui parce qu'on a instauré qui l'affecte vers le foncier disponible et aménagé. Afin de recenser le besoin réel des investisseurs, on a instauré ce qu'on appelle une rubrique qui s'appelle l'intention d'investissement au niveau de notre site internet. J'invite les porteurs de projets à s'inscrire sur www.aapi.dz. Les investisseurs, les porteurs de projets qui souhaitent obtenir un foncier économique. Toujours associés aux porteurs de projets, aux micro-entreprises. Oui, voilà. Donc, tout porteur de projet qui souhaite bénéficier d'un foncier économique, il pourra déclarer son intention d'investissement à travers le volet intention d'investissement sur notre site internet. Et comme ça, on pourra croiser l'offre et la demande. Donc, à travers l'intention, il pourra définir le besoin en termes de superficie en mètres carrés. D'accord. Et aussi... ça prendrait à peu près combien de temps habituellement pour qu'un investisseur puisse avoir toutes les autorisations? Donc, dès que le foncier est affiché sur la plateforme, il y a un délai de traitement de 15 jours. De tout le dossier, c'est-à-dire depuis le dépôt à l'accord des exonérations ou autre? Il n'y a aucun dossier qui est déposé au préalable. Ah oui, c'est sur la plateforme numérique de l'investissement. Qui est invest.gov.dz. C'est une demande, une explication il va saisir les informations. Voilà, justement, il va créer un compte, saisir les informations relatives à son projet. Ensuite, et choisir le foncier adéquat à l'activité qui est déjà affichée, parce qu'il y a des priorités qui sont affichées. Une fois qu'il choisit ce terrain, il va obtenir un score. Donc, à travers une grille d'évaluation qui est déjà prédéfinie. Donc, c'est pour départager parce que chaque foncier, il est affiché pour une période de 30 jours, donc un mois. L'affichage est visible pour tout investisseur intéressé par ce terrain. Donc, il pourra voir ce terrain affiché pour une période de 30 jours.
Donc, dès lors qu'il demande, il sera inscrit à travers la plateforme et on pourra après, c'est-à-dire mettre un ordre par score, le classement par score. Donc, celui qui va obtenir le meilleur score aura ce terrain-là. Donc, il y a 15 jours de traitement et 15 jours de recours. Le score dépend de quoi? Quels sont les critères? Il y a plusieurs critères, c'est-à-dire le critère le plus important, c'est le montant, l'emploi, le financement du projet, comment il est financé, est-ce qu'en fonds propres, en emprunt bancaire ou aussi il y a la partie si c'est une extension, c'est-à-dire il cherche un terrain qui est avoisinant à celui qui existe déjà, donc il obtient aussi l'utilisation aussi de la matière première locale. L'intégration. L'intégration le taux d'intégration, oui, c'est un des facteurs importants dans la grille d'évaluation. Donc c'est ça, il y a une grille d'évaluation qui départage. Via privilégier certains investissements. Avec toute transparence. Donc chaque investisseur aura une réponse, donc favorable ou défavorable par rapport à son inscription. Justement, alors on va demander l'avis à M. Alessandro Ballester. Vous connaissez l'API quand même? Oui, bien sûr. Donc, est-ce que vous connaissez son fonctionnement? Et si vous devez ramener des investisseurs, est-ce que vous pensez que, de toutes les connaissances que vous avez, l'API répond parfaitement aux demandes et aux exigences des IDE, ou alors il faut compléter? Moi je conseille toujours renforcer les émissions. Je conseille toujours de faire d'abord le dossier de l'API sur l'Internet. Ça, c'est le premier point, parce que, comme je vous dis, on peut trouver des terrains, ça nous aide à trouver des terrains, et des terrains qui sont à un meilleur coût que si on cherche directement sur Wegnis, par exemple, pour faire de flux. Et vous faites ça, oui? Des fois, on regarde sur Wegnis et les prix sont exorbités des fois. C'est vrai qu'après, il y a des clients qui disent « Oui, mais j'ai pas le temps de faire le dossier, je veux acheter dans un mois. Dans un mois, je veux commencer déjà la production. » Donc là, l'API ne peut plus rentrer. Parce qu'on veut que ça soit beaucoup plus rapide. L'API, quand même, ça prend même s'il faut sacrifier les facilités qu'accorde. Quand ils sont pressés, oui. Il y a un délai réglementaire. Voilà, exactement. Donc, un délai de maximum de mois pour pouvoir bénéficier du foncier. Voilà, exactement. Donc c'est ça, c'est une question de temps. S'ils veulent pas attendre les 2 mois, ils payent le prix chaud. Mais il y a un grand avantage par rapport à ça, parce qu'il faut savoir que tout au long de la durée de réalisation, au cas où l'investisseur obtient ce terrain en concession, il ne va pas payer la redevance locative. Donc c'est un point positif, donc ça vaut la peine de patienter. Moi je le sais, croyez-moi, mais j'ai des clients des fois qui ne peuvent pas attendre. Aussi, il faut noter que les actes de concession sont convertibles en cession. Donc la société de droit algérien peut demander la conversion de concession à cession et avoir l'acte de propriété. Ça, c'est une chose que je ne connaissais pas et je le note. Ah oui, je le note. Parce que et maintenant, je voulais vous demander, parce que c'est vrai qu'il y a un autre point que me demandent des fois les investisseurs espagnols, c'est rentrer dans le capital, pas en capital, mais en nature. Là, il y a toujours le problème, c'est l'âge des machines. Est-ce que, parce que je sais qu'il y a une limite d'âge, mais eux, bien sûr, ils disent oui, mais notre machine, même si elle a déjà 15 ans ou 20 ans, elle est comme neuve parce qu'on fait l'entretien, c'est l'équipement rénové. L'équipement, elle est rénovée. Est-ce que ça rentre pas? Et ça, c'est une question qu'on me pose toujours et que je ne sais jamais trop quoi te répondre. Donc, il faut savoir que... On a ouvert une annexe de l'API à la foire, qui est celle-ci. Oui, voilà. Tout à fait. Il y a par rapport aux biens qui sont acquis à travers l'API, c'est des biens neufs. Donc tout bien neuf constituant les équipements et tout ce qui s'ensuit, donc les lignes de production et tout. Donc les biens rénovés sont gérés par le ministère de l'Industrie. Donc c'est eux qui octroient l'autorisation pour les biens rénovés, la chaîne rénovée. Sauf dans le cas de délocalisation où il faut... Voilà, c'est toute une autre procédure, mais ça fait partie des types d'investissements en Algérie. La délocalisation, c'est l'usine complète, c'est pas... C'est toute l'unité. Voilà, tout à fait. Mais sinon, l'investisseur aussi peut acquérir des biens à l'étranger, des biens neufs, et les incorporer dans le capital à travers le commissaire aux apports. Donc, il va, c'est-à-dire calculer
Ça, c'est autre chose. Il faut envoyer quelqu'un là-bas, quelqu'un du ministère qui doit se déplacer en Espagne pour vérifier le matériel. Avec la fiche technique, toutes les Oui, informations. mais ils veulent vérifier, moi, que je sache. Ils vérifient à l'arrivée de l'équipement. Voilà, on m'avait dit, non, ça va être nouveau, parce qu'avant... Ça, c'était par rapport à la délocalisation, je pense. Ah, non, C'est mais on a reçu des cas d'apport en nature, donc 100% de matériel a été acquis en nature et ça s'est passé vraiment rapidement, donc il n'y a pas eu de déplacement d'un étranger, c'est-à-dire de l'expert à l'étranger. Vous voyez, c'est que des facilités pour investir en Algérie. Non, vous n'aviez pas toutes ces informations. Comment ? Vous n'avez pas toute l'information. Non, toute l'information, je ne l'ai pas parce qu'il y a beaucoup de choses. Chaque année, la loi de finances, elle change, il y a beaucoup de changements. Bon, pour ce qui est de l'investissement, oui, c'est depuis 2022 qu'elle est pareille, mais il y a toujours des petits changements à chaque fois. Parce que les matériels roulants, je pense qu'il y a eu une nouvelle loi de finances maintenant pour les importations de matériel roulant, que ça doit être d'X années au lieu de... Ça change chaque année, les petits détails, ce qu'on va dire la lettre petite. Donc c'est pour ça que c'est bien qu'on soit ici, on débat et on parle et en même temps, ceux qui nous écoutent, j'espère qu'ils sont en train de prendre note. Est-ce que où se délocalisent en général les opérateurs espagnols? Quels sont les autres marchés que vous occupez en force? Alors pour la délocalisation, la seule chose que moi on m'a proposé, mais que bien sûr c'est pas une délocalisation complète, c'est ça le problème, c'est que une chose, c'est envoyer le matériel rénové, entretenu, et une autre chose, c'est délocaliser toute l'usine. Moi, par exemple, il y a une société en Espagne qui aurait voulu délocaliser, pas délocaliser, mais envoyer une partie de leur matériel qu'ils n'utilisent plus dans la Piscifactory en Algérie pour un investissement en Algérie. Et comme ce n'est pas l'unité complète, ça ne pouvait pas rentrer parce qu'ils avaient déjà 15 ans. Donc il y avait un petit problème comme ça. Donc c'est pour ça, il y a toujours quelqu'un qui doit être ici sur place pour vérifier au ministère et demander à chaque fois. À chaque projet, je me déplace. Même si je connais la loi, même si je regarde sur Internet, il faut que je me déplace parce que le jour à jour, c'est un peu différent à ce qu'on essaye de... Est-ce que des fois... Vous estimez que c'est un contrôle normal ou qui est fait de la même manière dans d'autres pays, dans ce cas de délocalisation, c'est-à-dire contrôler à chaque fois l'âge, l'état des équipements? Non, il y a des pays qui sont complètement ouverts, ça leur est égal. L'Algérie, et je pense que l'Algérie, elle fait bien de bien vérifier ça parce que vous voulez du bon matériel, de la bonne production. Vous ne voulez pas être le déchet de l'Europe. Vous voulez justement avoir du neuf, avoir de la bonne qualité. Ne nous vendez pas ce que vous ne voulez pas, quoi. Oui. Et ça, je comprends parfaitement. Et c'est aussi pourquoi je les arrête. Généralement, je les oblige à acheter du neuf. Parce que moi-même, j'aime l'Algérie et je veux la meilleure pour l'Algérie. Et donc ma question était de savoir où les investisseurs espagnols sont le plus déployés, on va dire, dans la région MENA. Dans la région MENA, les Espagnols. Quels sont les marchés qui les intéressent, dans lesquels ils sont bien installés et dans quelle niche ils se trouvent? Dans la région MENA, c'est l'Algérie et le Maroc. Le Maroc, c'est vrai qu'il y avait beaucoup plus d'investissements avant, mais dès qu'on a récupéré avec l'Algérie, le Maroc s'est fâché avec nous. C'est toujours ou l'un ou l'autre, il faut choisir. Mais généralement, l'Algérie, ça a toujours été... Donc les atouts sont plus perceptibles et les opportunités sont meilleures. Les opportunités sont perspectives, tout le nord de l'Afrique généralement. Même en Tunisie, il y a des investisseurs espagnols en Tunisie. La Libye, beaucoup moins. Et comment vous ferez la différence? C'est-à-dire les meilleurs avantages qu'offre l'Algérie ne se trouvent pas partout dans la région MENA, c'est ça? Non, donc vous venez déjà de... Chaque pays c'est différent. Oui. Chaque pays c'est différent, ils ont une mentalité différente, ils ont des lois différentes, et des terrains et de la température. Est-ce que c'est le potentiel qui vous intéresse ou c'est les lois incitatives? Ça va ensemble. L'une ne peut pas aller sans l'autre. Si par exemple vous avez une bonne loi de finances, mais que vous n'avez pas la matière qu'il faut ici pour faire l'industrie, ça ne sert à rien d'avoir une bonne loi. Regardez, ou si vous n'avez pas d'argent même pour faire ces lois, vous partez à d'autres pays sous-sahariens. Ils n'ont pas d'argent, ils ont beaucoup de soleil, mais ils n'ont pas l'industrie suffisante ni l'énergie suffisante pour faire l'industrie. Et ils sont en train de demander, aidez-nous, mais on ne peut pas les aider parce qu'on sait qu'il n'y a pas d'énergie pour pouvoir faire l'usine. Oui. Donc c'est toujours un grand problème. Et je ne veux pas citer les pays, hein, mais je sais, je connais
2 ou 3 pays sous-sahariens qui ont besoin d'industrie mais qui ne peuvent pas la faire parce qu'ils n'ont pas d'énergie. C'est si simplement que ça. Et ils n'ont pas d'énergie parce qu'ils n'ont pas la chance de l'Algérie d'avoir le gaz et le pétrole, et ils doivent demander de l'aide à l'Union européenne pour les projets un par un, et que l'Union européenne leur donne cette aide et ensuite le remboursement de la dette. Donc un investisseur, il recherche directement, la réactivité, oui, l'accès au foncier, l'accès à la main-d'œuvre, une main-d'œuvre qualifiée, on va dire ça, transférer librement les dividendes. Et l'énergie. L'utilisation de l'énergie subventionnée en plus en Algérie. Voilà. Donc ce sont les atouts majeurs. Ah oui. Ben, écoutez, il n'y a qu'à voir. Vous avez parlé tout à l'heure du dessalement. Le dessalement en Algérie, le prix... Là où vous êtes le plus... le prix de revient de l'eau en Europe, c'est 3 fois plus que le coût de l'eau dessalée en Algérie. Tout ça, c'est simplement l'énergie. Grâce à l'énergie, la main-d'œuvre et le terrain. Donc il y a une grande différence. C'est simplement en voyant ça. Donc ça, encore, le dessalement, c'est étatique. Mais imaginez-vous une société privée qui met son propre argent pour faire l'investissement et qui ne dépend pas de si le gouvernement va lui prendre ou non sa production. C'est un investissement à l'aveugle, c'est un pari qu'ils font, et si ça fonctionne bien, et sinon, ben, ils vont à la banqueroute. Donc c'est très important tout ça. Alors qu'est-ce que vous envisagez justement dans le cadre de cette coopération à travers ce forum? C'est un forum qui est né il y a un an environ, 2 ans. Voilà. Quels sont les objectifs que vous vous donnez? Quelle est votre feuille de route? Bon, notre feuille de route actuelle, c'est simple. On a été renouvelé il y a un an. On l'a refait naître il y a un an. En pause, en stand-by. Elle était en stand-by depuis, ça faisait plusieurs années. On l'a récupérée. Maintenant, on a un nouvel agrément. On a changé le nom. On a tout arrangé pour qu'elle commence à fonctionner. Et la feuille de route, c'est faire des réunions. Faire des réunions 2, 3, 4, 5 fois par an pour que des opérateurs économiques espagnols et algériens se rencontrent à chaque fois dans un secteur en particulier. Au mois d'avril, on en a fait une pour l'agriculture. Oui. Maintenant, au mois de septembre, on va en faire une pour les énergies renouvelables, oui, et le biodiesel et tout ça. Oui. Et ensuite, la suivante qu'on a parlé, qui n'est pas encore confirmée quand même, mais c'est celui de la pharmaceutique, qu'on va faire en début d'année prochaine. Oui. Et là, c'est la feuille de route pour le moment. En plus, de temps en temps, aller aux foires à l'international. On a quelqu'un en Espagne qui nous représente en Espagne, qui va aux foires et qui bouge dans les chambres de commerce pour expliquer non seulement le forum, mais l'Algérie, les investissements, les bénéfices d'investir en Algérie. Et voilà, ça c'est notre feuille de route actuelle. On est en train de démarrer petit à petit. Au fur et à mesure, on a plus d'adhérents, on pourra faire beaucoup plus de forums, beaucoup plus de réunions et beaucoup plus de choses pour les 2 pays. Donc vous imaginez des usines d'intégration, avec l'intégration locale par exemple, comment vous imaginez un partenariat autour d'une industrie agroalimentaire de transformation avec des équipements qui viendraient forcément de production d'Espagne, mais avec des composants locaux, c'est-à-dire une intégration locale, ce qu'on appelle le contenu local. C'est pas exactement ça. Bon, un écosystème autour. Voilà. Non, nous ce qu'on cherche surtout, les sociétés qu'on veut qui viennent investir ici, c'est pas forcément pour apporter les machines de l'industriel depuis l'Espagne. Les machines, chaque pays est spécialiste dans leur propre production de machines. Et il y a certains secteurs, c'est vrai que l'outil de production ne se fait pas encore en Algérie. Oui, ils ne se font pas en Algérie, mais ils ne se font peut-être pas, notamment en Espagne. Par exemple, les panneaux solaires. Les panneaux solaires en Europe, généralement, c'est l'Allemagne. D'accord. Nous, en Espagne, on a une petite production de panneaux solaires. Ici, l'Algérie, vous pouvez faire une grosse quantité de panneaux solaires. Oui. D'accord. Vous avez le silice, vous avez la main-d'œuvre et vous avez le terrain. Et en plus, non seulement vous avez le terrain, mais non seulement les panneaux solaires, vous pouvez les utiliser pour l'exportation, mais aussi pour l'utilisation dans le Sahara. Vous êtes le pays le plus ensoleillé du monde, pratiquement. Oui. Donc, l'énergie renouvelable en panneaux solaires, c'est un marché que je pense qu'il faudrait que l'Algérie et l'Espagne visent ensemble dans un futur proche. Quels sont les secteurs où l'Espagne s'est externalisée beaucoup? Vos savoir-faire se trouvent où, précisément, en bonne partie?
Les énergies renouvelables c'en est une, puisque l'Espagne n'a pas la chance d'avoir le gaz et le pétrole. On dépend toujours de pays tiers pour l'énergie. Donc on s'est bien renforcé dans les énergies renouvelables et aussi dans le dessalement, puisqu'on a beaucoup de sécheresse, pas comme vous. Donc on a Dans le tourisme, non, en Algérie? En tourisme, oui, aussi. En tourisme, on est assez fort, mais... Vous n'imaginez pas investir dans le secteur? J'essaye. Du fait, l'école d'hôtellerie, c'est une société espagnole qui a fait l'étude, mais pas la réalisation. La réalisation après a été faite avec une société étatique. Et gérée par les Allemands. Mais ça a été, disons que le bureau d'études qui a fait l'école d'hôtellerie d'Albenian, c'est des Espagnols. Madame, je vous laisse le dernier mot pour clore l'émission. Peut-être répondre peut-être à des préoccupations qui sont posées plus souvent par les chefs d'entreprise, les opérateurs, les investisseurs éventuels étrangers qui viennent peut-être à vos bureaux ou qui écrivent des doléances sur la plateforme. Quelles sont en général les inquiétudes et comment vous répondez? Les inquiétudes diffèrent. Par exemple, l'importation de la main-d'œuvre, entre autres, étrangère. Non. Par rapport à l'importation de main-d'œuvre, il y a un pourcentage qui est autorisé. Qui est autorisé, donc c'est régi par la loi sur l'emploi. Mais par rapport. Oui, allez-y, bien sûr, terminez. Je termine. Je dirais que, pour terminer, je vais terminer en positif. Donc l'Algérie est le hub pour les sociétés étrangères. Donc je dirais que si vous voulez investir gagnant-gagnant, c'est les pays à choisir. C'est l'Algérie. Merci. Et vous êtes les bienvenus à l'API pour plus d'informations. Et nous sommes aussi actuellement à la FIA. Donc bienvenue à ouvert à d'autres propositions pour enrichir l'émission et les prérogatives de l'IAM. Madame Imen Ahlouch, Monsieur Alessandro Ballester, merci beaucoup. Merci Mesdames, Messieurs, merci. Merci à vous.